Dans le cadre du programme des BTS, Les animaux et nous, sous l'initiative de Madame Arnaud, les BTS deuxième année ATI et bâtiments ont reçu Monsieur Rob, qui est un éducateur canin. Je vous propose de suivre cette émission avec moi. Alors bonjour à tous. Aujourd'hui, dans le cadre de la culture G, expression et communication, vous connaissez tous le thème de l'année 2026, c'est les animaux et nous, imaginer l'animal, le connaître, le comprendre. Et dans le cadre de cette thématique, j'ai proposé à un ami qui est éducateur canin de venir vous parler de, plus particulièrement, connaître et comprendre l'animal. Il va se présenter, je le laisse se présenter, vous présenter son chien, et puis ensuite ça serait bien que ce soit interactif, et donc que vous lui posiez des questions qui pourront vous aider pour votre essai dans le cadre de l'examen. Donc bonjour, moi je m'appelle Vladimir Rob, je suis éducateur canin, je suis dans le domaine canin maintenant depuis bientôt presque 20 ans, et oui, je suis encore jeune mais j'ai commencé très tôt. Et ici nous avons Tsar, un berger belge malinois, on connaît souvent dans l'armée, on les reconnaît souvent, et qui a à peu près mon âge, il va avoir là 5 ans, il est dressé pour l'attaque, bon, c'est pour du mordant sportif, ok. Vous avez dû voir déjà avec les gens avec les gros costumes. Vous avez vu un petit peu? Ben c'est ça, c'est du mordant sportif, un petit peu comme un sport de combat pour nous, comme la boxe ou autre, mais là c'est pour les chiens. Le principe est là. Et il est tout récemment, il est papa. Oui, les chiens, c'est pour votre thématique, c'est quand même assez particulier, dans le sens où on est sur un animal qui est très proche de l'homme, domestiqué, mais qui est maintenant depuis 15 000 ou 30 000 ans au contact de l'être humain. Les chiens, on les a un petit peu fait à notre image et on a appris à vivre ensemble. On les utilise maintenant depuis plusieurs années pour vraiment plein de choses. Dans nos sociétés, ça, on connaît bien sûr tout ce qui est chiens d'aveugle, les chiens qu'on utilise à l'armée, et j'en passe, en douane, vous les avez vus, on les utilise pour leur capacité. Aussi bien maintenant qu'avant aussi, tout ce qui va être chasse, surtout avant, chasse, troupeau ou autre, ils étaient un point essentiel, c'est pour ça d'ailleurs qu'on les avait sollicités à l'époque. Il y a des formations pour être dresseur canin, des écoles spécialisées. Eh bien alors, oui, il y a des écoles spécialisées. Les vraies formations diplômantes, elles vont surtout se retrouver dans l'armée. Voilà. Après, il y a énormément de formations privées, mais la grande partie des formations, on va dire reconnues d'État et avec des niveaux supérieurs, se trouvent principalement dans l'armée. Moi, j'ai fait dans le civil et j'ai eu la chance d'être pris en main par justement un grand monsieur dans le chien qui m'a un peu transmis tout ce qu'il savait. J'ai commencé quand j'avais 8 ans. Et donc voilà, j'ai eu cette chance-là, mais sinon après c'est quand même assez accessible avec différents formateurs. Malheureusement sur le territoire, toujours pareil, on est un petit peu limité. Il faut partir en France, quoi. C'est d'ailleurs un des principaux problèmes les grosses difficultés, on va dire, quand on est en contact avec des chiens, c'est parler leur langage. Ok, la communication n'est pas le même. Nous, on a des codes, on parle, on fait des phrases. Avec des mots, on les construit, ça fait des phrases et on se comprend. Eux, ils parlent pas comme ça. Eux, ils parlent avec des expressions, ils parlent beaucoup avec du non-verbal. Le moyen qu'on a de communiquer, de se comprendre, ça va être détecter un petit peu leur code et comprendre donc leurs expressions, comme je venais de vous décrire juste avant. Et eux, ce qu'ils vont vraiment retenir de nous, ça va être les intonations, les variations de voix. En fonction de si je fais « Hé, ça !» tout de suite il me regarde, oula, qu'est-ce que j'ai fait une grosse bêtise. Et si je fais une voix un peu plus aiguë, un peu plus enjouée, oui, ça, voilà. Et tout de suite il va être plus content, il va avoir la queue qui remue, et il va se dire, ouais, mon maître il est content, il me fait quelque chose de bien. Ça va être ça leur mode de communication, ils vont pas comprendre les mots, contrairement à ce qu'on pense. Eux, ce qu'ils vont comprendre, c'est l'intonation, l'énergie qu'on met dans la voix. Plus on est énergie, plus on est joyeux, plus ils vont comprendre que c'est quelque chose de bien, et ils vont essayer de le refaire. À l'inverse, plus on prend une grosse voix, on est en colère, plus on le comprend. Concrètement, en exemple, c'est si demain vous allez à un pays étranger, en Chine ou je sais pas, vous comprenez pas la langue, si quelqu'un vous crie dessus, vous allez vite comprendre qu'il est pas content. À l'inverse, s'il prend une petite voix mielleuse, vous comprenez très bien ce qu'il veut vous dire. Et ben là, c'est le même principe. Et vous allez me dire, mais si, ils comprennent, parce qu'on leur dit assis, et ils s'assoient, on leur dit coucher, ils se couchent. Et ben tout ça, c'est que de l'assimilation. C'est-à-dire qu'à force de répéter le même mot, et on le colle à chaque fois à un geste, et ben il le comprend. Si à chaque fois que je dis assis, je l'assois, ben il comprend que quand il entend ces syllabes dans cet ordre-là, assis, ok, ça veut dire que je dois faire ça. Et c'est sur ça qu'on base l'éducation. À chaque fois qu'on veut apprendre quelque chose de nouveau, on assimile un mot, un geste à une situation.
t'arrives que les dresseurs recourent à la violence ou... Non, à aucun moment on a besoin d'être dans la violence. Il n'y a pas besoin de les punir, il n'y a pas besoin de les frapper ou autre pour qu'ils comprennent quelque chose. La voix suffit. Est-ce que le chien, comme nous les humains, on a des phases où on a une sorte de crise d'adolescence? Est-ce que lui, le chien, à un moment donné, pendant sa phase, il va plus écouter son maître, il va faire qu'à sa tête? Eh oui, exactement. Très bonne question. Le chien, et même d'ailleurs un peu, sans vouloir trop m'avancer, mais tous les animaux, ça va être ça. Ils ont tous leur phase de croissance et du coup les différentes phases qu'on connaît. Après que nous on en nomme adolescence, préado, adulte, etc. Mais ils ont leur phase effectivement. Là, grosso modo, après chaque chien est chaque race est un petit peu différent. Donc sans forcément de la taille, ils n'ont pas la même évolution. Typiquement, on va dire chez le Malinois, il va avoir cette phase de croissance jusqu'à ses 12 mois à peu près, 12-15 mois. Où il va être encore entre guillemets un enfant, un bébé, enfin d'abord bébé bien sûr jusqu'à quelques mois, 6 mois, après les 6 mois il commence à grandir un peu plus dans l'adolescence, après des 12 mois il passe le cap de l'adolescence et vers les 2 ans il commence à arriver vers le stade adulte. Voilà. Donc, selon ces phases-là, il y a des phases, enfin, il y a des choses hyper importantes à savoir. Dans la croissance, il va être dans l'apprentissage. C'est le moment de lui faire voir plein de choses, lui faire découvrir un petit peu ce qu'on appelle l'éveil du chiot, lui faire découvrir un petit peu le monde qui nous entoure pour ouvrir un petit peu son esprit. Et là, il va pas falloir lui faire, c'est une phase qu'il va pas falloir trop louper parce que ça va être déterminant pour ce qui va se passer un petit peu plus tard. Un peu comme nous, quelqu'un qui n'a jamais voyagé de sa vie, qui reste chez lui, qui est jamais sorti de chez lui, dès que le jour il va voir un building, waouh, impressionnant quoi. Il va être choqué. Ben, c'est le même principe pour le chien. S'il a jamais entendu une voiture de sa vie, qu'il est tout le temps resté en brousse, au fin fond, et que là d'un coup il y a un gros camion qui passe, ben forcément il risque d'être surpris, d'être entre guillemets, d'avoir peur. Là, je schématise, mais l'idée elle est là. Et du coup, il y a aussi cette phase, comme tu disais, où, il y a un moment où ils écoutent plus rien. La petite crise d'adolescence, où c'est comme s'il y avait, ils retestent un petit peu les limites. Ce qu'ils ont fait un petit peu pendant toute la première phase adolescence et jeune, où ils testent un petit peu. Après, il y a quand même pendant quelques années, on est tranquille, les bases sont faites, donc là, il est attentif, il écoute. Et après, effectivement, une fois un petit peu plus tard, on peut retrouver des fois comme une crise d'ado, mais un petit peu plus tard, vers quelques années après, vers 6 ans, où hop, il y a un petit oubli de tout ce qu'on a appris. Je sais plus le assis, je ne connais plus le coucher. Ils testent. Et du coup, comme nous les enfants, on a, on va dire, une sorte de phase où c'est le moment de apprendre, parce que c'est la période où on est plus efficace et on a plus le moyen de retenir. Est-ce que le chien aussi, par exemple, à un certain moment, il pourra plus apprendre et arriver à ça, il aura que les capacités qu'il aura eues avant? Je vois, bonne question aussi. Alors, c'est un peu le même principe que nous. Nous, effectivement, quand on est très jeune, c'est très facile. Notre cerveau, il fonctionne à fond et on apprend énormément de choses. En tout cas, c'est beaucoup plus facile. Je crois qu'on perd 80% de notre capacité d'apprentissage après l'adolescence. Donc, c'est énorme. Mais par contre, on est quand même capable d'apprendre encore adulte. Un peu plus compliqué, du coup. C'est plus compliqué. Adulte, tu veux dire, ou pour les chiens? Adulte. Ah oui, c'est plus compliqué, mais encore ça va. On est encore capable d'apprendre plein de choses. mais eux, c'est le même principe. C'est ça. Quand ils sont jeunes, c'est là où je parlais justement de travailler leur ouverture d'esprit ou des choses qui vont construire leur caractère. Mais une fois qu'ils sont adultes, c'est pas perdu. Un chien arrivé à 5 ans pourra encore apprendre des choses. Il faudra sûrement mettre des fois un peu plus de temps, mettre des stratégies en place, mais il sera tout aussi capable d'apprendre. Et quel est le principal obstacle quand tu t'occupes de dresser des chiens, de les éduquer? Quel est le principal obstacle que tu rencontres? Le principal obstacle, c'est le maître. Souvent. Parce que justement, ce que je disais, c'est qu'on arrive très rapidement à cette barrière où on considère notre chien comme un être humain à 4 pattes. Mais non, c'est pas bon, c'est pas vrai, c'est complètement faux. Et c'est là où on va créer des déséquilibres. Mais ce qui est, entre guillemets, complètement normal, en tant qu'être humain, on a notre façon de faire et on l'applique à ce qu'on connaît. Quand on a des enfants, des bébés, entre guillemets, même s'il y a des fonctionnements différents, ils sont à devenir comme nous. Donc, ils parlent notre façon de communiquer, c'est adaptable, c'est facile. Mais en fait, eux, on va faire la même chose, mais eux, ils comprennent pas. On va voir moi, je vois très souvent des personnes qui se mettent à faire des longues phrases et à vouloir lui expliquer plein de choses pendant 2 minutes, 3 minutes, mais le chien, il a rien compris. Et nous, on est frustrés parce qu'on lui a dit, on lui a expliqué, mais en fait, ça avance pas, il comprend pas, et c'est vicieux. Et là,
la personne s'énerve, le chien comprend moins, et voilà, la situation qu'on connaît bien déjà, alors que pas du tout. Malheureusement, on est plus intelligent qu'eux, enfin malheureusement, ça c'est une bonne chose, mais on est plus intelligent qu'eux, donc c'est à nous de nous adapter à eux. Ils peuvent pas s'adapter à nous, ils n'ont pas les capacités. Donc comme tout à l'heure j'ai analysé ses oreilles, son comportement, et ben c'est en fonction de ça que je vais un petit peu orienter mes actions et faire une conclusion pour pouvoir comprendre ce qu'il veut. Vous avez pas l'impression que, enfin, je veux dire, vous lui donnez des ordres tout le temps. Vous avez pas l'impression que c'est un crime contre le vivant, que l'animal il a peut-être pas envie de faire tout ce que vous lui demandez? Ah, ok, très bonne question. Très bonne question. Ça pourrait être vrai entre guillemets sur les animaux sauvages. La confiance, je la comprends, et est complètement légitime sur des animaux sauvages. Maintenant, comme je disais tout à l'heure, ça fait plus de 15 000 ans qu'on les a avec nous, qu'on les a domestiqués, et maintenant ils sont plus capables de se gérer tout seuls entre guillemets. Les chiens, ils sont quand même descendants du loup, donc ils sont plus que capables normalement en théorie. Mais on a tout fait, on les a modifiés génétiquement pour que justement ils soient entre guillemets dépendants ou qu'ils puissent répondre à nos besoins. Vous imaginez quand même que du loup, on est passé au chihuahua. Ouais, l'écart est énorme. Mais c'est parce qu'en faisant des croisements génétiques, on est arrivé à ce résultat-là. Bon, ça c'est un autre débat, je suis pas vraiment pour. Là, on rentre dans de la maltraitance, parce qu'on est sur un animal qui a des utilités un peu superficielles. Mais sinon, toutes les autres races, elles ont une utilité. Donc, typiquement, le Malinois, très polyvalent. C'est un chien de berger. D'autres races que vous connaissez très bien, le Border Collie sûrement, ou les bergers australiens. Voilà, c'est des chiens de meute pour le bétail, qu'on utilise pour rassembler le bétail. Les chiens bleus, un peu le même principe. Donc voilà, qui ont des vraies utilités. Est-ce que vous pensez qu'il est capable de, admettons que là, je suis menaçant envers vous avec un morceau de bois et que vous lui donnez aucun ordre d'attaque. Est-ce que vous pensez qu'il vous défendrait quand même, ou est-ce que vous pensez qu'il vous écouterait? Alors ça dépend. C'est là où il y a un sujet d'interprétation. Ça dépend de ce que je lui ai appris, de son courage, de sa génétique. Lui, c'est un Malinois. Il est d'une génétique, d'une lignée qui est quand même très courageuse, de par ses ancêtres. Et moi, je l'ai dressé à l'attaque, ou en tout cas, pas pour qu'il attaque, parce que c'est deux choses différentes, mais par contre, ça travaille son courage et sa confiance en lui. Vous savez, avec le costume, justement. Je l'apprends à être confiant, je l'apprends à être fort, à faire face à l'adversité et aller en avant. Donc ça veut dire que face à des situations un peu stressantes comme ça, où il va être en panique, il va lui, au contraire, peut-être pas mordre, parce que c'est pas du tout le but, mais c'est possible qu'il soit là, qu'il t'aboie dessus et qu'il reste et qu'il fasse face à la situation. Chose qu'on n'a pas tout le temps vue chez d'autres chiens, où ils vont prendre les jambes à leur cou, quoi, et ils vont courir. Mais non, c'est vraiment deux choses différentes. Le mordant, c'est sportif. Ils seront pas capables de mordre autrement qu'avec un costume. Et quand on fait des chiens opérationnels, donc là, on est dans l'armée. Là, c'est indifférent. On apprend aux chiens justement à défendre. Et là, on est dans un tout autre domaine. Et là, les chiens qu'on utilise, je baisse bien le mot, qu'on utilise dans l'armée, t'en penses quoi? Parce qu'il y a des chiens démineurs, il y a des chiens qu'on envoie sur les terrains de bataille. Ok, c'est là où du coup où la question a plus de sens, ta question de tout à l'heure, où tu disais que effectivement on les utilise et c'est de la maltraitance. Là il y a sujet à débat. Encore une fois, on a beau les aimer, ça a beau être, moi je vis avec depuis tout le temps, donc je suis plus qu'un amoureux invétéré des chiens. Dans l'armée, il faut savoir qu'ils sont pas considérés comme la chair à canon. Ils ont une vraie identité à part entière. Vous avez vu récemment, il y a 2 chiens de l'armée qui sont décédés. Je sais pas si vous avez suivi un petit peu. On leur a fait tout un hommage. Il y a eu une cérémonie. On leur a fait comme on fait avec des humains. Ils sont considérés dans l'armée, dans les administrations, comme du personnel. Donc ils ont le respect qui leur est dû. Ils ont un rôle, ils ont un métier et ils ont une retraite. Au bout d'un certain âge, on les exploite pas. Au bout d'un certain âge, hop, ils sont réformés et ils sont à la retraite. On prend soin d'eux avec une pension, etc. Donc voilà. Maintenant, ce que j'en pense, voilà, comme je disais tout à l'heure, malheureusement, les chiens des mineurs, ils permettent des fois de sauver des centaines de vies. Donc, alors, c'est pour ça qu'il y a d'autres systèmes en place pour pas qu'ils soient en chair à canon, mais par contre, ils sont capables de détecter des choses qu'on détecte pas. Donc ils sont d'autant plus utiles dans l'armée. Vous formez que des chiens d'attaque, c'est ça?
Non, pas du tout, pas du tout. C'est vrai que le sujet tourne autour de ça depuis tout à l'heure, mais pas du tout. Moi, je fais principalement du chien civil, donc l'éducation de base pour les troubles du comportement, les chiens qui sont un peu agressifs, les chiens peureux ou autres. Et c'est principalement ça mon métier. J'ai travaillé un petit peu avec l'armée, mais c'est plus le cas maintenant. Et maintenant, pour faire du chien, pas du chien d'attaque parce que c'est pas vraiment le terme. Mais pour faire du ring, parce que la discipline c'est le ring, avec le costume, il faut être dans un club, et là on pourra faire du mordant. Mais voilà, il faut vraiment juste se retirer ça de l'esprit. Là on parlait côté opérationnel, donc de l'armée, où là on est sur du chien opérationnel, donc en réel, et tout ce qui va être ring en costume, c'est du sport, c'est l'équivalent d'un boxeur. Il y en a qui font de la boxe purement pour le sport, et il y en a d'autres qui font de la boxe pour le mettre en pratique dans la vie de tous les jours. Bah, c'est le même principe. Mais nous, là, sur le ring, on est sur un mordant, on est sur une activité qui est sportive. J'ai vu il y a quelque temps des chiens qui protégeaient des bébés humains, des enfants. Vous pouvez expliquer ce comportement? Parce qu'il y a déjà eu plusieurs cas où des chiens ont protégé des enfants, même sans qu'on les dresse parfois. Des chiens vont le faire instinctivement, comme c'est le cas là, où ils ont cet instinct de protection. Et effectivement, là, ils vont se mettre en défense, ils vont à danger et ils réagissent. C'est très instinctif, comme une mère avec son enfant qui va tout faire pour le protéger. C'est le même principe. À partir du moment où on est dans son cercle, le chien, courageux qu'il peut, en tout cas qu'il est capable d'être, il va défendre le plus possible les gens qu'il aime, en tout cas qui l'entourent. Est-ce que les chiens femelles et mâles, comme les hommes, les femmes ou les hommes, ils ont par exemple des comportements un peu plus spécifiques? Par exemple, on va dire une sorte de stéréotype que la femme elle est plus sensible. Est-ce que du coup la chienne du coup elle va être plus sensible qu'un chien mâle, ou les deux ils vont avoir une sensibilité égale? Très intéressant comme question. Alors ça va être un petit peu comme nous dans le sens où on est capable de voir de tout. On est capable de voir aussi bien chez l'homme que chez la femme la sensibilité et l'autorité, du courage, et qu'il n'y a pas vraiment de ligne directrice. Mais par contre, c'est vrai qu'il y a quand même quelque chose de manière générale qui se dessine, où chez les femelles, on va avoir plus d'instinct de protection. On va voir, dû à la maternité, qu'elle va avoir des chiots. En titre exemple, parce que je suis en train de le revivre en ce moment, ma chienne, du coup, elle a des bébés. Là, son comportement, il a un peu changé. Avant, les deux, j'étais super complice, les deux là. Et maintenant, elle est un peu plus protectrice. Mais de manière générale, tu vois, en termes de comportement, pour te prendre du concret, elle était très affectueuse, très câline, très sociable envers tout le monde. Vous voyez, les caresses, les bisous, très douce, beaucoup plus douce. Lui, beaucoup plus brut, un lien très fort avec moi, mais par contre avec les autres, très peu de contact. Quand il ne connaît pas, il va pas s'approcher ou être très distant. Donc on va retrouver quand même des comportements qui vont effectivement se rejoindre chez toutes les femelles ou chez tous les mâles. Est-ce que du coup le sport que vous faites avec la protection, vous le faites que avec les mâles, ou vous entraînez aussi les femelles? Non, les femelles aussi. Okay. Complètement. C'est pour ça que je disais que les deux sont vraiment capables de la même chose. C'est pas, y a pas de discrimination entre guillemets, si je puis dire, mais on le fait tous aussi bien pour les femelles que pour les mâles. Ça, c'est pas insocible. Elles sont toutes aussi capables. Avec ton expérience avec les animaux et leurs maîtres, à ton avis, c'est une question un peu philosophique, mais on en a parlé tout à l'heure avec les BTS ATI. On prend un animal domestique et son maître. Selon toi, qui a plus besoin de l'autre ou qui est plus dépendant de l'autre? Ok, allez, c'est là où c'est marrant. Ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure, où depuis qu'on les a domestiqués, on a autant besoin d'eux, surtout à une époque, autant besoin d'eux qu'ils ont besoin de nous. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ont un besoin réel et du coup un lien qui va être très fort avec leur chien. Ils vont avoir besoin de cette relation, de vibrer comme ça. Et là, la relation, le chien va prendre toute la place dans leur monde. Il va être la chose la plus importante. Ce qui va des fois être difficile à comprendre pour d'autres. Pour d'autres personnes, à l'inverse, un chien, c'est un truc à quatre pattes avec des poils, quoi. Et on comprend pas comment, alors ça pue, c'est sale, ça bave, ça a des dents, c'est à moitié dangereux, comment on peut avoir envie de s'approcher de ces bestioles-là. Et c'est là où ça va être difficile à comprendre, et pour d'autres, ça va être leur monde. C'est aussi précieux que des enfants, ils font partie de la famille, et c'est deux points différents, et il faut apprendre à les respecter. Déjà, ça c'est une première chose, à accepter qu'on n'a pas les mêmes sentiments par rapport à ces animaux.
Mais une chose est sûre, le chien aura toujours plus besoin de toi que l'inverse. Parce que la preuve étant, c'est qu'ils vivent malheureusement moins longtemps que nous. C'est 12-13 ans, grosso modo. Nous, on vit beaucoup plus vieux, donc possiblement, toute sa vie, il l'aura connu que moi. Et moi, si on regarde la réalité en face, même si ça m'attriste à chaque fois d'y penser, il y aura un jour où il partira et sûrement que j'aurai un autre chien. Donc là, tout le déséquilibre se crée. Par rapport au fait que vous avez dit que par rapport à la durée de vie, si jamais par exemple sans penser ça, mais que vous perdez votre chien, est-ce que le fait d'avoir un nouveau chien, vous pensez que vous allez tout le temps repenser au comportement de votre ancien chien et que du coup ça va peut-être affecter le nouveau chien? C'est humain de fonctionner un peu comme ça, dans la comparaison, et j'ai envie de dire on le retrouve dans les relations amoureuses. Où naturellement la personne, notre ex qu'on vient de quitter, des fois on peut avoir des comportements où on a tendance à comparer. Jusqu'au jour où on est complètement rétabli, notre cœur va mieux et que la comparaison se fait plus et qu'on voit la personne telle qu'elle est. C'est le même principe avec le chien, où très probablement au début je vais me mettre à comparer, je vais me rappeler tout ce qu'il était, toutes ses qualités, tous ses points forts, et je vais me faire naturellement cette comparaison, c'est possible. Bien que je ne sois pas dans ce fonctionnement-là, parce qu'il faut vraiment essayer de faire la part des choses, mais ça serait humain. Parce qu'on avait vu du coup dans un texte que en fait il y avait des personnes après la perte de leur chien du coup qui étaient égoïstes et qui voulaient directement reprendre un autre chien juste pour avoir la même sensation, mais du coup la personne n'était pas contente parce qu'il se comportait pas comme le chien précédent. Exactement. C'est là où, comme tu dis, on parle d'égoïsme, mais j'ai envie de parler moi plus d'handicap émotionnel presque, parce que en fait je prends les mots un peu forts, mais ça, si les gens qui font ça naturellement, c'est pour combler un vide. J'avais mon chien, j'avais mon lien, j'avais cet amour qui nous unissait, et là il y a plus ça. Donc il faut que je prends un chien pour recréer ça. Mais la réalité elle est pas là. Tu viens de perdre un être que t'aimes, reconstruis-toi d'abord toi, et après, tu pourras en reprendre un. Effectivement, ramener un chien, un animal dans une situation concrètement comme un pansement, la relation, elle sera jamais bonne. Et c'est là où je reprenais l'exemple des situations amoureuses, c'est la même chose. On l'a tous un petit peu déjà vécu, sûrement, ou peut-être d'autres. Quand on se sépare d'une personne que l'on aime, des fois on a envie de retrouver une, mais c'est pas la bonne démarche. Même si ça nous fait du bien sur le moment, c'est une relation pansement, on appelle ça souvent, et les deux vont souffrir. Quand vous dites dresser le maître, par exemple, si d'ici demain, par exemple, on a envie de adopter un petit chien, qu'est-ce que ce seraient les astuces pour commencer si on voudrait adopter un? Et quelles sont les choses à bien faire et à pas faire? Et bien alors ça, c'est pour les chiens et j'ai envie de dire pour tous les animaux. Ça va bien dans votre thème, c'est comprendre leur fonctionnement, leur code. C'est le problème, encore une fois. On veut prendre un chien, mais on ne sait pas comment il fonctionne, et c'est là que tous les problèmes débutent. Alors que c'est pour ça que je suis intéressé, donc peut-être que je manque d'objectivité, mais c'est essentiel de faire appel à un éducateur au début, quand on vient d'avoir un chien, juste pour qu'il nous apporte les clés, les codes. Quand votre chien fait ci, ça veut dire ça. Quand il fait ci, ça veut dire ça. Que vous compreniez ce fonctionnement et que du coup la relation se crée réellement, plutôt que partir sur un déséquilibre. Au bout d'un certain âge, c'est plus compliqué de comprendre les chiens. Mettons, là, j'ai 2 bergers allemands, si je vous les emmène. Ouais. Est-ce que vous serez capable de comprendre Sans problème. Sans problème, même peu importe l'âge? Pas de problème. Le comportement, quand je parlais de comprendre, c'est que le comportement canin, il va rester à peu près le même. Okay, Ils ont tous, nous, on parle tous avec des mots. Un Français, je vais au fin fond de la Calédonie, il a son accent, mais je vais le comprendre, le mec. Et ici, c'est pareil. Et peu importe où on est, il parle français. Donc je vais le comprendre. Le chien, c'est pareil. Il va parler ses codes. Peu importe l'âge d'où il vient, il va parler ses codes canins. Donc, on va le comprendre. La différence, c'est vous qui est important. Parce qu'il y aura des habitudes qui auront été prises, il y a des choses, et c'est pour réellement le comprendre. Des fois, beaucoup de personnes, mais pourquoi mon chien il fait ci, pourquoi mon chien il fait ça, je comprends pas. Et je dis, mais en fait, tout vient de vous. Le jour où tu changes ce petit truc, le jour où tu changes des fois les petits comportements, la relation elle évolue. Mais vous avez rien fait. Non, c'est pas moi qui ai fait, c'est vous. Il a fallu juste que vous changez des petits fonctionnements. Encore une fois, c'est à nous de nous adapter à eux, pas l'inverse. C'est pas possible. Ils n'ont pas cette capacité. On doit comprendre leur langage. Il ne faut pas comprendre le nôtre. Comment pensez-vous votre relation avec votre chien au-delà d'un simple relation maître-chien? Moi, je suis un peu comme tous les maîtres. Mon chien, on a une relation très fusionnelle. Parce que depuis toujours, je l'ai compris.
Donc puis toujours, on a vécu plein d'expériences ensemble, on a vécu plein de choses qui ont renforcé notre lien. Du coup, j'ai un lien très fort avec lui. On est très soudés. Même mes amis, tout le temps, ils se disent mais le chien c'est un pot de colle, il fait que te suivre, que te regarder. Chaque chose que je fais est tout le temps sur moi. Parce que justement, j'ai nourri ça au maximum. Donc ma relation, moi, j'en ai parlé tout à l'heure avec détachement, mais je sais qu'un jour il va partir et ça va être un drame. Je suis toujours surpris de voir à quel point on peut créer ce lien, à quel point on peut les aimer pour le dire. Je m'appelle Tiffany et je suis étudiante en 2e année de BTS ATI. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on a eu une intervention avec un éducateur canin et c'était une intervention en fait en lien avec le titre ici. C'est le thème qu'on étudie en 2026, les animaux et nous, imaginer, connaître et comprendre l'animal. Du coup, en fait, à la fin de l'année, on aura un examen par rapport à cette thématique-là, d'où pourquoi il y a eu l'intervention. Alors moi, personnellement, j'ai trouvé que c'était ça nous a appris beaucoup de choses parce que en fait, souvent on met des idées comme quoi, par exemple, le chien, juste en lui parlant, en fait, il va comprendre directement, mais en fait, il y a des codes spécifiques que le chien fait et qu'en fait, il faut savoir le décrypter pour le comprendre. Depuis toute petite, j'ai toujours aimé être avec les animaux, mais je savais pas trop comment m'y prendre et qu'est-ce qu'il fallait faire. Et du coup, en fait, là, j'ai compris que lorsqu'on veut adopter, il faut pas juste sur un coup de tête dire qu'on veut adopter un chien parce qu'on veut. C'est un peu une façon égoïste de le faire parce que on va pas savoir comment s'y prendre. On va commencer par peut-être des mauvaises manières et en fait, ce qu'il faut faire, comme l'éducateur a dit, il faut directement voir quelqu'un en fait qui est professionnel dedans pour savoir les bonnes manières. Je dirais que il faut adopter un chien parce que ça peut nous aider, par exemple, si on est seul ou pour surmonter en fait plein de choses. Et aussi, la chose la plus importante que j'ai compris, c'est que le chien, en fait, c'est un des seuls animaux en fait où il aura un amour inconditionnel. On a beau à le taper, lui faire du mal, lui crier dessus, il va toujours revenir vers nous. Or, un humain, dans une relation, un humain, naturellement, il aura un comportement toujours rancunier. Donc, le chien, ce serait peut-être la meilleure des solutions. Merci d'avoir regardé cette émission. Vous étiez avec Germaine sur la LGG Radio et TV.